Bonjour. Alors, on sait que dans certaines traditions, anciennes ou plus modernes, le silence, c'est pas juste une absence de bruit, hein, c'est parfois un véritable outil. Et la franc-maçonnerie, justement, elle utilise ça. Elle intègre une période de silence pour ses nouveaux membres. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu ce silence de l'apprenti. C'est quoi son rôle? Pourquoi cette règle? Est-ce que c'est une contrainte ou plutôt une opportunité? C'est une étape clé du parcours initiatique, ça c'est sûr. Des organisations comme le Grand Orient de Suisse, par exemple, en parlent comme d'une méthode bien spécifique. Bon, alors regardons ça d'un peu plus près. Comment ça marche concrètement? Alors, le principe général, c'est que pendant les réunions formelles en loge, les tenues, comme on dit, eh bien, l'apprenti est surtout là pour écouter. Mais attention, hein, ce n'est pas un mutisme total, loin de là. L'apprenti, il s'exprime quand il présente ses propres réflexions, ses planches. Il participe aussi à certains rituels bien précis. Et puis parfois, la séance peut être mise en récréation. Et là, l'échange est plus ouvert. Et il reste toujours la possibilité de communiquer par écrit via un officier de la loge, si besoin. D'accord. Donc, une posture d'écoute avant tout, mais pas complètement muet. Mais alors, pourquoi? Pourquoi cette mise en retrait au début? Quelles sont les idées derrière ça? Beh, une des raisons principales, c'est l'introspection. Le silence extérieur, il est là pour aider à trouver une forme de silence intérieur. C'est l'idée de créer un espace pour s'observer soi-même, observer ses pensées, ce qu'on appelle parfois le bavardage mental, quoi. C'est une invitation à repérer un peu ses propres conditionnements, ses préjugés, et à commencer ce travail symbolique de tailler sa pierre brute, se polir en quelque sorte. Hmm, intéressant ça. Le travail sur soi par le silence. Mais comment ça s'intègre avec le fait d'apprendre les codes du groupe, de la loge? Justement, c'est aussi un temps d'acclimatation. C'est un peu comme arriver dans un pays étranger, si vous voulez. Faut apprendre la langue, les coutumes, le langage symbolique ici. Le silence, ça permet d'observer, d'écouter attentivement, de s'imprégner de l'ambiance ben, avant de participer pleinement. Une sorte d'apprentissage par immersion, donc. Exactement. Et cette observation, cette écoute forcée au début, ça développe une compétence essentielle, l'écoute de l'autre. Vraiment écouter. Se taire physiquement, ça pousse à se concentrer sur ce que dit l'autre, à chercher à comprendre avant de juger, avant de réagir. C'est une école de patience, de tolérance. Oui, et ça favorise une discussion moins passionnelle peut-être. Tout à fait, une dialectique plus posée. Et sur la dynamique de groupe, ça doit avoir un impact aussi. Peut-être en mettant tout le monde au même niveau au départ. Ah oui, absolument. Peu importe d'où on vient, quel est son statut dans la vie profane, son aisance à parler, tout le monde commence par cette phase d'écoute. C'est une leçon d'humilité en quelque sorte. Face au savoir partagé, à l'expérience des autres dans la loge, on est d'abord là pour recevoir. D'accord. Et il y a aussi une dimension protectrice, on pourrait dire. Le silence, ça évite à l'apprenti de faire des interventions qui pourraient être maladroites ou prématurées, parce qu'il ne maîtrise pas encore tout le contexte, les codes. C'est une façon de le préparer à prendre la parole plus tard, mais une parole juste, réfléchie, mesurée, fraternelle. Je comprends les objectifs. Mais on peut imaginer que ce silence imposé, parfois ça doit être difficile, non? Frustrant peut-être, quand on a envie de réagir tout de suite. Oui, oui, bien sûr. Cette frustration, elle est souvent mentionnée. L'envie de poser une question, de partager une idée sur le vif. Ça peut être fort. Et certains, au tout début surtout, peuvent trouver ça un peu infantilisant. C'est vrai. Mais il faut voir que la plupart des membres considèrent vraiment ça comme une étape formatrice, nécessaire. Et puis, il y a les moments informels, après les tenues, les agapes. Ah oui. Oui, là, l'échange est beaucoup plus libre, la discussion est ouverte. Ça compense, en quelque sorte. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que le silence en maçonnerie, ça ne s'arrête pas à l'apprenti. Ça évolue. Sa signification change avec les grades. Au grade de maître, par exemple, il prend une autre dimension, liée à la mort symbolique, à la renaissance. Et de manière plus générale, le silence est vu comme le gardien du secret, bien sûr, mais aussi comme ce qui favorise la paix intérieure, la méditation, la réflexion profonde. C'est pas juste une absence, c'est une présence. C'est ce qui permet à la parole pensée de naître. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, ce silence de l'apprenti, c'est beaucoup plus qu'une simple règle. C'est à la fois un outil pour apprendre, pour intégrer les codes, pour développer l'écoute. C'est aussi un chemin vers soi, pour l'introspection, un principe d'égalité, d'humilité, et une préparation pour parler de manière plus juste après.
C'est bien ça, hein. C'est tout à fait ça. Une pratique vraiment multifacette. Et ça nous amène peut-être à une réflexion un peu plus large au-delà de cette tradition spécifique. Quelle place est-ce qu'on laisse au silence dans nos propres vies?